Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter et puis ensuite Maître Olivier Ramoul se présentera également. Et puis on fera un petit tour de table ensuite, enfin un tour d'écran, pardon. Le but de cette structure est d'accompagner, d'héberger des jeunes chefs d'entreprise donc qui ont moins de 3 ans et qui peuvent avoir tout type d'activité. On a plusieurs possibilités. On peut les accueillir dans des bureaux privés, en simple domiciliation ou dans notre espace partagé de coworking. L'accompagnement ensuite se fait sur les 3 premières années et on a également des services qui sont mutualisés pour ces entreprises avec des accès aux salles partagées, de la communication partagée, un accès au réseau. Donc voilà pour ce qui est de la pépinière. Aujourd'hui, on a un atelier sur les conditions générales de vente présenté par Maître Olivier Ramoul, que je remercie d'ores et déjà. Maître Olivier Ramoul va pouvoir se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Je remercie la capacité de m'avoir proposé en fait de faire cette intervention sur les conditions générales. Alors, moi, je suis avocat d'affaires. Je représente en fait le cabinet Aura, qui a été constitué depuis plus d'une dizaine d'années en fait à Bordeaux, puisque avant j'étais sur Paris, et nous avons ouvert une filiale en Dordogne, à l'Escale numérique précisément. Alors, on est avocat d'affaires un peu particulier puisque nous sommes un peu orientés, on s'est spécialisé en fait dans tout ce qui était entreprise à responsabilité sociétale et qui relève en fait de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas expliquer dans le détail ce que c'est, mais bon, en tout cas, ce sont des entreprises qui voient le monde des affaires de façon un peu plus humaine et environnementale. Et sur la culture également, puisque j'ai été président pendant plus de 10 ans en fait, d'un lieu culturel à Bordeaux qui s'appelle la Fabrique Paula et dont mon cabinet principal, dans lequel mon cabinet se trouve. Pour vous dire également que on accompagne, et c'est la raison pour laquelle en fait on est avec la capacité, c'est qu'on accompagne de nombreux projets, projets de l'ESS, en tout cas projets de porteurs de projets, qui avec un état d'esprit qui est un peu différent des autres confrères. C'est-à-dire que le droit pour nous est un outil et non pas un moyen de sanctionner ou d'empêcher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet, on a un rêve, on peut le réaliser. En tout cas, le droit vous permet de le réaliser. Il ne vous empêche pas de le réaliser. Il ne met pas de contraintes, bien au contraire. Il cadre votre projet et permet en fait de le légitimer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons nous accompagnons en fait de nombreux projets avec cet état d'esprit, ce qui permet en fait aux porteurs de projets de pouvoir véritablement s'approprier de tous les éléments juridiques dont il a besoin pour pouvoir développer son projet. Voilà à peu près une présentation du cabinet. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte intervention en fait sur les conditions générales. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire une intervention ou en tout cas un exposé exhaustif de cette partie du contrat, en tout cas de ces conditions générales. Mais en tout cas, essayer déjà dans une première partie de recontextualiser c'est quoi les conditions générales. Pourquoi on parle de conditions générales et de pouvoir l'intégrer en fait dans un plus grand, dans la législation, à quoi ça correspond exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, on va le voir, les conditions générales proprement dit et ce qui a été fait en plus depuis 2013-2014. Mais de façon très succincte, on voit en fait si c'est vraiment obligatoire et quelles sont les clauses obligatoires. Et puis, ce que je vous propose après, c'est plutôt des questions-réponses parce que avoir un exposé des conditions générales, c'est bon, ok,
C'est un exposé, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment on peut intégrer en fait ces connaissances à travers son projet ou à travers des questionnements qu'on peut avoir. Avant de parler des conditions générales, il faut savoir dans quel cadre en fait s'intègrent ces conditions générales. En fait, c'est tout simplement la relation contractuelle entre deux personnes, que ce soit un vendeur à l'égard d'un professionnel ou un vendeur à l'égard d'un consommateur. On est sur le droit des contrats. Ce droit des contrats, qu'est-ce que c'est qu'un contrat déjà? Donc, vous avez l'article 101 du Code civil qui vous dit que c'est un accord de volonté. Il a été modifié ces derniers temps, mais en tout cas, voilà, c'est un accord entre deux personnes. Alors, peu importe comment on l'appelle, convention, contrat, acte juridique, ce que vous voulez. En tout cas, c'est un accord entre deux personnes, à minima, qui va créer des obligations. Et ce contrat, il est soumis en fait à certains principes juridiques. Et vous avez en fait 3 principes juridiques qui d'ailleurs peuvent un peu étonner par rapport à la représentation qu'on peut avoir en fait d'une relation contractuelle entre deux personnes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. En fait, le contrat exprime la volonté libre des personnes, comme c'est indiqué dans le PowerPoint, et plus précisément, c'est que le contrat vous permet en fait de tout faire. Et le droit ne va pas empêcher ce que veulent réaliser en fait deux personnes. Alors, et c'est la raison pour laquelle les lois sont supplétives, c'est-à-dire qu'elles suppléent à la volonté des parties. Le principe, c'est que c'est parce que en fait, les parties n'ont pas prévu quelque chose au contrat qu'elles vont venir suppléer en fait à la volonté de ces parties. Donc, le principe de l'autonomie de la volonté est un principe particulièrement important puisqu'il vous permet d'avoir une totale liberté en matière contractuelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, il va y avoir des limites. Et ces limites, en fait, elles sont instituées par des lois d'ordre public. Et ces lois d'ordre public elles vont avoir comme but de protéger les plus faibles ou d'organiser en fait une vie collective. Et on le voit, par exemple, pour la loi sur les consommateurs, en matière du droit du travail, en matière de locataires ou en matière de baux d'habitation, où la loi va en fait imposer une disposition qu'on va devoir la respecter. Mais lorsqu'on voit l'ensemble de la législation, on se rend compte que la majorité des dispositions législatives sont des dispositions supplétives et non pas d'ordre public. Donc le contrat va permettre, et c'est pour cela que le contrat est donc les conditions générales, mais le contrat est particulièrement important puisque c'est lui qui fait la loi entre les parties. Donc, suite à ce premier principe, nous avons un deuxième principe qui est le principe du consensualisme. C'est-à-dire que le contrat, il se forme avec une poignée de main. On n'a pas besoin d'un contrat écrit. Et ça, c'est le principe. Il faut qu'il y ait un échange de consentement. Alors, évidemment, avoir un écrit va être particulièrement pratique pour pouvoir prouver cet accord-là en cas de contestation. Et c'est la raison pour laquelle la loi est intervenue en disant au-dessus de 1 500 €, pour avoir la preuve en fait d'un écrit, vous ne pouvez pas prouver une relation contractuelle sans avoir un écrit au-dessus de 1 500 €. Mais en dessous, on peut le prouver par exemple par une attestation, par un témoignage. Et puis, il y a certains actes où la preuve l'écrit va être vraiment obligatoire et ça va le rendre ça va valider en fait la relation contractuelle. C'est notamment les donations. Lorsque vous allez acheter une maison, eh bien, vous allez devoir aller faire un acte notarié. Cela, pourquoi? Parce que, alors, pour la donation, c'est que si l'acte n'est pas signé devant un notaire, si vous n'avez pas un acte authentique, l'acte n'existera pas. Il n'y aura pas de donation.
je vous passe évidemment les dons manuels, hein, c'est pour des donations d'immeubles, etc. Et pareil pour une vente. Et il faut savoir que cette nécessité en fait de passer par un acte authentique et de rendre valide en fait l'acte, et la nécessité de publier en fait cet acte de vente au bureau des hypothèques, qui va rendre opposable à l'égard des tiers cette relation contractuelle. Mais le principe, c'est que le contrat peut se former par un simple échange de consentement. Et ce simple échange de consentement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un écrit pour cela. Le troisième principe, c'est qu'évidemment, une fois que vous avez signé ce contrat, en tout cas que vous êtes entré dans une relation contractuelle, les parties vont devoir le respecter. Et on ne peut pas, c'est-à-dire que à partir du moment où ce contrat a été conclu par les deux parties, ce sont les deux parties qui vont devoir y mettre fin. On ne peut pas, une ne peut pas y mettre fin comme ça de sa propre initiative. Évidemment, comme dans tout principe, il va y avoir des limites. Et ces limites, évidemment, il va y avoir des possibilités de mettre fin, et ça, pour la juriste de droit social, elle doit bien le savoir, c'est en matière de licenciement où l'employeur peut mettre fin en fait seul au contrat, ou tout simplement dans le cadre d'une relation vendeur, acheteur et de consommateur avec le délai de rétractation. On va pouvoir l'acheteur va pouvoir se rétracter. Donc, il va pouvoir résilier de lui-même, de sa propre initiative, le contrat. Cette force obligatoire du contrat, évidemment, n'empêche pas que le contrat va prendre fin à partir du moment où l'une des parties n'exécute pas son obligation. Donc, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle que le contrat, voilà, il est valide, il est obligatoire entre les parties, il va devoir être exécuté, que si on veut y mettre fin, il faut simplement l'accord des deux parties. Alors, la formation du contrat, comment va se former ce contrat? Eh bien, il y a des conditions, en fait, pour que ce contrat soit valide. Il faut déjà qu'il y ait un échange de consentement, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et ce consentement ne doit pas être vicié. La loi prévoit 4 vices de consentement: l'erreur, le dol, la violence, la décision. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un de ces cas-là, eh bien, le contrat sera nul, comme s'il n'avait jamais existé. La deuxième condition pour que le contrat soit valable, il faut que les parties aient la capacité de contracter, soit majeur. On peut avoir des mineurs, voilà, mais ils vont devoir être autorisés par les parents, ou alors on a des mineurs émancipés, ça dépend de certains actes, et des majeurs qui vont être, eux, qui ne vont pas pouvoir, les majeurs vont pouvoir évidemment signer, mais vous avez évidemment toute la législation sur les majeurs protégés, ou des personnes qui sont en curatelle ou sous tutelle, et là, la contractualisation va devoir passer par le curateur ou par le juge des tutelles. En tout cas, il faut avoir une capacité pour pouvoir contracter. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait un objet qui soit licite et certain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre des choses qui soient illégales. Et cet objet, il faut qu'il soit déterminé, ou à tout le moins déterminable. Et lorsque vous vendez un bien avec un prix qui n'est pas déterminé, ben, le contrat est nul. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc, la sanction de cette absence de ces 3 conditions, c'est la nullité du contrat. Concernant, une fois que le contrat est formé, évidemment, il va être exécuté, il va être exécuté par les parties, et il ne pourra être révoqué, il ne pourra être résilié, on ne pourra arrêter ce contrat que par l'accord des deux parties. Mais que se passe-t-il si le contrat est mal exécuté, ou en tout cas est inexécuté par l'une des parties? Eh bien là, vous allez être dans l'obligation, si vous voulez forcer la personne à l'exécuter, à obtenir en fait un titre exécutoire. C'est ce qu'on appelle le jugement. Comment ça se passe quand il y a une exécution?
on va d'abord mettre en mise en demeure, on va mettre en demeure en fait la partie contractante, en tout cas celle qui n'a pas exécuté le contrat. On va la mettre en demeure d'exécuter. Et on va essayer de trouver une médiation. Soit on modifie le contrat, soit la personne dit, bon, oui, encore, voilà. Mais en tout cas, on essaie de trouver une médiation. Et c'est à défaut de cet accord, à défaut de cette médiation, que si vous voulez faire exécuter ce jugement de façon forcée, et les moyens de contrainte, là, elles sont indiquées, c'est la saisine, etc., etc., ben, vous êtes obligé de passer par le tribunal. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et évidemment, le tribunal va vous demander évidemment que votre créance, c'est-à-dire que la somme qu'on vous doit, que la somme soit certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire que la personne, voilà, elle se soit mise dans une situation où elle vous doit de l'argent. Donc, à partir du moment où vous remplissez ces conditions, vous allez pouvoir aller devant le juge et obtenir ce jugement. Et c'est qu'à partir du moment où vous aurez cette décision, que vous pourrez aller voir, alors déjà, vous allez pouvoir voir un huissier et faire exécuter cette décision. Alors, comment la faire exécuter? Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit, en fait, vous avez subi un préjudice, et là, dans ces cas-là, vous allez recevoir une indemnisation, soit vous pouvez également être autorisé à saisir les comptes bancaires, etc., ou des choses particulières de la personne. Vous pouvez également obtenir du tribunal que si elle ne paye pas pendant un certain nombre de jours, eh bien, ça sera également une condamnation financière. Elle devra payer par jour de retard, c'est ce qu'on appelle les astreintes financières, ou autoriser l'expulsion et la destruction. Mais vous voyez que lorsqu'un contrat n'est pas exécuté, le seul moyen de le faire d'obtenir une exécution, c'est tout simplement une indemnisation, parce que quand une personne en face de vous n'exécutera pas son contrat, il ne faut pas imaginer qu'elle va l'exécuter parce que le tribunal l'oblige. En fait, le tribunal va simplement vous indemniser sur le préjudice que vous avez subi suite à cette inexécution du contrat. Alors, cette indemnisation, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il va falloir en fait prouver auprès du juge? C'est une faute, bien évidemment, et cette faute, elle résulte de l'inexécution en fait d'une obligation. Alors, elle peut être personnelle ou alors elle résulte en fait de personnes qui sont sous votre responsabilité. Et donc, cela résulte de l'exécution d'une obligation contractuelle. Voilà. Alors, ces obligations contractuelles, vous avez deux sortes d'obligations contractuelles. Vous avez les obligations de résultat et les obligations de moyens. Les obligations de résultat, c'est ce qu'on attend en fait. On attend un résultat précis dans le contrat. Voilà. Et là, évidemment, au niveau de la preuve, c'est très facile à prouver puisque vous prouvez que le résultat n'a pas été atteint. C'est, je ne sais pas moi, un plombier qui doit faire une installation de chauffage, et ben, il doit, l'installation, ça doit chauffer. Vous avez une obligation de résultat. Puis vous avez une obligation de moyens, où là, la preuve est beaucoup plus délicate parce que, en fait, votre concontractant doit utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir atteindre ce que vous avez convenu contractuellement, mais sans être sûr d'y arriver. Le cas typique, c'est le médecin, c'est l'avocat qui font des prestations où ils vont faire le mieux qu'ils peuvent et en fonction de leurs compétences, mais ils ne sont pas sûrs du résultat. Et là, la preuve est beaucoup plus difficile, évidemment, à prouver. Alors, une fois qu'on a prouvé cette faute, évidemment, votre contractant va pouvoir s'en exonérer, évidemment, fait d'un tiers, fait d'un créancier, une clause d'exonération, peu importe. En tout cas, on peut trouver plusieurs moyens pour essayer de dire bah, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre, ou c'est la faute tout simplement d'un cas de force majeure. Il y a eu un événement catastrophique. Alors,
petite parenthèse, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, le Covid-19 n'a jamais été considéré comme un cas de force majeure. Donc, le Covid ne peut pas être considéré aujourd'hui comme étant un cas de force majeure permettant d'exonérer la personne d'exécuter son obligation. Parce que c'est ça, c'est que si vous vous retrouvez devant un cas de force majeure, la personne est en droit de dire bah, « moi, je n'exécuterai pas mon contrat. Voilà, et je ne devrais pas d'indemnité parce que ce n'est pas de ma faute. » Mais pour qu'il y ait un cas de force majeure en cas de crise sanitaire, c'est quand même particulièrement difficile, puisqu'il faut que l'événement soit imprévisible et résistible. Et beaucoup de crises sanitaires ne sont pas imprévisibles. En tout cas, on pouvait même si c'est quelque chose qui nous tombe dessus, contractuellement, juridiquement, on pouvait le prévoir. En tout cas, pour le Covid-19, ça n'a pas été considéré comme un cas de force majeure. Donc voilà. Il faut manipuler ça avec assez de précaution, en fait. Enfin, lorsque vous allez demander donc une indemnisation, vous allez donc devoir prouver une faute, un dommage, évidemment, matériel, moral ou corporel. Évidemment, dans une exécution d'un contrat, ce sera matériel, moral. Corporel, c'est un peu plus délicat, mais bon, pourquoi pas. Et puis, évidemment, un lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire entre la faute et le dommage. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir une indemnisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en aucun cas, lorsque vous avez un contrat, vous allez prévoir donc, des conditions générales de vente, vous allez prévoir tout ça, mais si la personne ne veut pas s'exécuter, vous ne pourrez pas faire autrement que, dans un premier temps, faire une mise en demeure, et si malgré cette mise en demeure, cette personne ne veut toujours pas s'exécuter, ça vous serez obligé de saisir le tribunal. Alors, il existe des procédures qui sont très rapides, très courtes, notamment les recours, les procédures d'injonction de payer, où là, en fait, vous présentez votre dossier à un juge, vous êtes tout seul, et le juge, si la créance elle est justifiée, en tout cas, s'il y a une mise en demeure, etc., va rendre une décision qu'on peut contester, évidemment. Mais ça peut être un moyen rapide, en fait, d'avoir ce fameux titre exécutoire. Bon, voilà ce que je voulais vous dire de façon très succincte par rapport à la contextualisation en fait, des conditions générales, puisque les conditions générales, eh bien, c'est ni plus ni moins que le reflet de ce que je viens de dire aujourd'hui, de ce lien contractuel. Les conditions générales, c'est votre lien contractuel. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce niveau-là? Non. Alors. Donc, les conditions générales de vente, ben, c'est tout simplement la relation contractuelle que vous allez avoir avec votre concontractant. Alors, qu'est-ce que dit la loi, en fait? La loi nous dit que les conditions générales de vente constituent le socle des relations commerciales et reflètent la politique de l'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, c'est un double effet, en fait, les conditions générales. Non seulement elle va constituer les modalités de votre relation contractuelle avec votre partenaire, avec votre acquéreur, peu importe, et elle va en même temps définir le fonctionnement de l'entreprise et les modalités de la gestion de votre activité. Donc, c'est un double effet. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on n'a pas voulu dire que les conditions générales de vente, en tout cas le législateur, sur la dernière législation en date, n'a pas voulu dire que c'était le reflet de la relation, que c'était la relation contractuelle.
ils disent que ça constitue le socle des relations commerciales. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec un partenaire, avec des conditions générales de vente que vous lui avez proposées au début, mais qu'il n'a pas forcément accepté, et pour autant contractualiser avec lui avec notamment un devis, vous voyez, notamment chez les professionnels. Mais bon, ce sont des cas qui sont relativement rares, mais quoi qu'il en soit, c'est que ces conditions générales vont être vraiment votre support en fait contractuel et en même temps votre support du fonctionnement de votre entreprise. Et c'est la raison pour laquelle que les conditions générales de vente, c'est un ensemble de clauses contractuelles. D'ailleurs, pour ceux qui en font, vous le voyez, voilà, c'est un ensemble ce sont des informations que vous allez donner avec à l'égard de votre partenaire. Alors, ces conditions générales de vente, comme je viens de vous le dire, vont permettre de fixer le cadre juridique et donc de fixer la relation juridique. Donc, non seulement ça va protéger le fournisseur, ça va protéger le client et ça va définir en fait les responsabilités de chacun. Donc, vous voyez bien qu'à partir du moment où ces conditions générales de vente sont acceptées, elles vont vous engager et engager chacune des parties définitivement. Et le juge, là pour le coup, en cas d'inexécution, va évidemment se fonder sur ces conditions générales de vente. Alors, ces conditions générales de vente, la forme qu'elles prennent, alors, elles sont rédigées par écrit, évidemment, et elles sont toujours en lien avec un support contractuel. C'est la raison pour laquelle, soit vous pouvez faire un contrat plus des conditions générales, mais vous pouvez tout simplement faire un devis avec des conditions générales. Vous pouvez également, ces conditions générales, être affichées, par exemple, avant, lorsque vous achetez, vous vendez des produits digitaux ou vous vendez sur un site e-commerce, c'est que ces conditions générales vont être acceptées avant. On va cliquer dessus et là, le contrat va être fait, mais il sera toujours en lien avec soit un bon de commande, soit avec un devis, soit avec tout simplement un contrat classique. Mais voilà, c'est que vous allez devoir avoir ce document qui sera de toute façon détaché, qui sera détaché du contrat, qui peut être mais qui peut être aussi intégré. C'est-à-dire que vous avez ces deux façons de voir les conditions générales de vente. Et puis donc, c'est présenté dans un ensemble de clauses. Alors, concernant le contenu, évidemment, on retrouve des clauses obligatoires et on retrouve des clauses recommandées. Alors, quelles sont les clauses obligatoires? En fait, c'est tout simplement les clauses qui permettent en fait de dire que le contrat n'est pas nul. Donc, ça va reprendre les conditions générales, excusez-moi, ça va reprendre en fait les conditions, excusez-moi, du contrat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange de consentement, qu'il y ait une capacité, qu'il y ait un objet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il faut savoir à qui on s'adresse, qui adresse en fait ces conditions générales et pour qui. Et ça va être des clauses qui vont être obligatoires dans ce sens-là. Le prix, évidemment, va être indispensable et le prix, voilà, le prix est l'objet en fait qui va être l'objet du contrat en lui-même. Alors évidemment, dans ces conditions générales de vente, on va aller un peu plus loin que ces grands principes et on va en fait définir quelles sont en fait quelles sont les clauses vraiment que vous devez vraiment intégrer. Alors ces clauses que vous devez vraiment intégrer, donc ce sont d'abord les conditions de vente. Alors excusez-moi, je suis allé un peu trop vite là. Voilà. Donc ce sont les conditions de vente. Donc, tout ce qui est modalité de transfert de propriété, modalité, voilà. Le prix. Et ça,
que ce soit en phase de consommateur, que ce soit des concontractants consommateurs ou professionnels, vous devrez avoir ces deux types de clauses à minima. Alors, concernant le prix, il faut savoir que le législateur a voulu en fait lutter contre des délais de paiement excessifs. Alors, il y a des mentions obligatoires que vous allez devoir mettre dans vos conditions générales. Alors, c'est le taux d'intérêt et les pénalités. Vous allez également mettre, c'est un peu bizarre, mais bon, l'indemnité, parce que vous pouvez demander une indemnité forfaitaire de 40 €. Voilà, ça, il faut qu'elles apparaissent dans les conditions générales et dans les factures. Et évidemment, tout ce qui concerne les modalités de paiement, livraison, réception, réception de la facture avec ou sans délai, sachant que les délais peuvent être de 60 jours ou de 45 jours fin de mois. Donc, ces mentions sont vraiment obligatoires et si elles ne sont pas respectées, vous avez quand même, évidemment, ça va entraîner annulation du contrat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des règles générales du contrat, mais ça va un peu plus loin, parce que le législateur a vraiment voulu pousser les choses et vous pouvez avoir, en tout cas, vous pouvez subir en fait des amendes civiles qui peuvent aller de 15 000 à 75 000 €. Et qui va les faire, qui va les appliquer en fait, ces amendes civiles? C'est la répression des fraudes. La Direction générale de la répression des fraudes. Alors ça, ce sont les deux types de conditions, les deux types de clauses en fait dans les conditions générales de vente que vous allez devoir avoir pour tout le monde. Et puis pour les consommateurs, il va y avoir des clauses que vous allez également devoir ajouter. C'est déjà le droit de rétractation. Le droit de rétractation, comment s'appelle la clause de RGPD, la protection des données personnelles. Et puis, ce que moi j'appelle la clause compromissoire, c'est surtout l'indication que le consommateur peut, en cas de problème, prendre un médiateur. Alors, voilà au niveau des clauses obligatoires. Alors évidemment, les clauses recommandées, qui ne sont pas évidemment obligatoires, mais bon, qui sont particulièrement utiles, c'est par exemple les clauses de suspension des obligations contractuelles, c'est-à-dire que ça vous donne le droit de suspendre les contrats. Vous avez des clauses compromissoires, plus que celles que je viens de vous dire par rapport au médiateur, c'est-à-dire que là, vous indiquez quel est le tribunal qui va être compétent. Vous pouvez, en effet, vous avez les règles de procédure civile qui vous disent quel est le tribunal compétent, mais vous pouvez, vous, décider entre les parties de prendre un autre tribunal. Et notamment, en matière internationale, c'est particulièrement utile de dire, par exemple, moi, je préfère que ça soit en France que le litige va se dérouler s'il y a litige. Toutes les clauses concernant la propriété intellectuelle, lorsque vous êtes plus ou moins en lien avec de la création donc, des œuvres, je pense par exemple à notamment en matière digitale, lorsque vous faites du développement ou des choses comme ça, il peut y avoir des créations d'œuvres, et là, dans ces cas-là, il faut à tout prix que vous prévoyiez des cessions de droits d'auteur, c'est-à-dire l'autorisation de pouvoir exploiter les œuvres, parce que si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire que vous savez, dans des prestations, vous pouvez, dans une prestation, il peut y avoir création d'une œuvre. Et si vous n'autorisez pas l'exploitation de cette œuvre, eh bien, c'est comme si vous n'aviez aucun droit sur cette prestation. Donc, ça bloque quand même pas mal. Vous pouvez avoir des réserves de propriété, c'est des règles. Des clauses de réserve de propriété sont des clauses qui vous permettent en fait de garder la propriété en cas de non-paiement, c'est-à-dire que la personne sera véritablement propriétaire lorsqu'elle aura tout payé, ce qui est pas mal. Les règles de confidentialité aussi sur la force majeure, parce que là toujours avec le Covid, on s'est rendu compte que tout le monde considérait le Covid-19 comme un cas de force majeure. Peut-être préciser ce que vous entendez par force majeure déjà, ce qui peut aussi limiter certaines déboires en fait contractuels. Donc,
voilà, vous avez sur l'ensemble de ces clauses obligatoires et de ces clauses recommandées, j'en dirai pas plus. Après, si vous voulez, les clauses obligatoires, à part donc les conditions bon, de vente, etc., sinon vous avez une annulation du contrat, et surtout par rapport au prix et par rapport au professionnel, où vous devez mettre le prix, ça c'est pour tout le monde, mais les pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire de 40 euros, etc., que vous devez mettre, parce que sinon, si vous pouvez avoir carrément des amendes civiles, en plus de l'annulation du contrat, voilà, le reste après, vous allez construire en fait vos conditions générales de vente en fonction de votre activité et en fonction évidemment de ce que vous allez ce que vous allez vendre, du produit que vous allez vendre. Alors évidemment, dans ce cadre de clauses, vous avez des clauses, vous ne devez pas mettre de clauses abusives. Alors là, vous avez une commission pour ces clauses abusives qui vérifie de près en fait celles qui sont interdites tout simplement par la loi, et en général, bon, voilà, vous ne devez pas en fait intégrer des clauses qui va entraîner un déséquilibre en fait dans la relation contractuelle. Par exemple, le fait que le vendeur ne peut pas, le vendeur n'engage jamais sa responsabilité, par exemple. Bon, on a pu voir des clauses de ce type-là. Je vous coupe, on a une question Maître, de je la peux poser une CAPEB. question? Allez-y. Je vous coupe, on a une question de la... C'est la CAPEB, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est Julie. Voilà. Au niveau du tribunal compétent, la répression des fraudes là, a contrôlé un de mes artisans qui avait mis, donc effectivement, moi, je n'avais pas récupéré les CGV sur cette entreprise-là. On est d'accord que le tribunal compétent, c'est uniquement pour les CGV dans le cadre d'une relation de pro à pro. Pro-consommateur, on n'a pas le droit de désigner un tribunal compétent. On est bien d'accord là-dessus, maître? Oui, en effet. Ouais, C'est une question de toujours la protection des consommateurs. Vous ne pouvez pas en fait imposer en fait une clause compromis. Alors là, une véritable clause compromissoire à un non professionnel. Voilà, c'était juste cette confirmation-là, puisqu'on avait eu un contrôle dans ce sens-là. Donc voilà. Merci, maître. Et je crois qu'on a une deuxième question. Allez-y, Oui, allez-y, oui, madame. maître, voilà, j'ai eu un contentieux il y a quelques semaines dans un magasin parisien et un client. Dans les conditions générales de vente, doit-on obligatoirement ou est-il fortement recommandé d'inscrire les définitions des mots avoir, compte, art et leurs modalités? Pour répondre à votre question, c'est ce que je disais, c'est que vous n'avez aucune obligation à mettre des définitions de mots en fait dans les conditions générales de vente. Vous n'avez aucune obligation. On ne vous sanctionnera pas et on ne vous dira pas que le contrat est nul, donc annulé, s'il n'y a pas ces définitions. Mais vous comprenez bien qu'en mettant ces définitions, ça donne de la clarté. En fait, le but de ces conditions générales de vente, au-delà des obligations, en fait, c'est de la clarté dans la relation contractuelle. Et lorsque vous mettez les définitions, au moins vous vous mettez d'accord sur une définition. Sur le terme à compte dédié, etc., les définitions sont déjà données de façon très précise, en fait, par le législateur. Donc, voilà. Mais moi, pour ma part, je préfère, en fait, remettre, même si ça a été précisé par le législateur, de les remettre, en fait, dans les conditions générales de vente. Ça permet en fait de bien éclairer les choses et d'éviter toute interprétation. Et je dirais d'autant plus lorsque vous employez des termes où il peut y avoir des interprétations différentes. Et là, c'est vraiment utile qu'on se mette d'accord sur une définition. Oui, merci. Tout à fait en accord avec vous. Merci beaucoup. Hein. Merci. Je vous en prie. Alors voilà pour les conditions. Qu'est-ce que je fais là? Tac. Voilà. Donc, là, je vous ai parlé de l'obligation, des mentions obligatoires pour pas que votre contrat soit nul ou pour pas que vous ayez d'amende civile par la répression des fraudes. Mais est-ce que ces conditions générales de vente sont-elles obligatoires?
je vous ai dit tout à l'heure que les conditions générales de vente, à partir du moment où vous êtes dans une relation contractuelle, vous n'avez pas besoin d'un contrat. Sauf cas, bon, pour en apporter la preuve, bon, et pour certains actes dont vous avez besoin d'un écrit pour la validité. Mais à Émile, vous les comptez sur le bout des deux mains, hein, des 5 doigts, des 10 doigts des deux mains. Donc, vous n'avez pas d'obligation sur les principes généraux d'avoir un écrit, en règle générale. Et bien là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces conditions générales de vente, et c'est dans l'esprit de protéger en fait les consommateurs, on va rendre ces conditions générales de vente obligatoires. Et c'est pour les sites Internet et tout ce qui est prestation de services, location saisonnière, etc. Bref, en tout cas, dès que vous allez vous adresser à des consommateurs, ces conditions générales de vente vont être obligatoires, et surtout par le biais des sites Internet, des sites e-commerce. Et en fait, vous voyez, le législateur n'a pas dit qu'elles étaient obligatoires. Il a dit que le vendeur a l'obligation de communiquer, d'établir et de communiquer les clients les conditions générales de vente. C'est-à-dire que même s'il ne vous le demande pas, le client, vous allez devoir lui communiquer, donc d'établir ces conditions générales de vente. Et elles deviennent donc obligatoires dans des cas dès que vous avez des ventes à distance, etc. Et évidemment, cette communication, elle doit être parfaitement lisible. Alors bon, comme je vous viens de vous dire, le client doit donc en prendre connaissance avant la conclusion de la transaction. La loi de 2014, la loi Hamon, a conforté ça encore pour protéger encore davantage le consommateur. Donc on est dans une protection, certains juristes disent de consumérisme contractuel, mais bon voilà, on est vraiment dans une protection très très forte du consommateur. Alors que quand c'est un professionnel, lorsque vous êtes avec un professionnel, et certains d'entre vous, là, je vois que vous travaillez avec des professionnels, elles sont facultatives, ces conditions générales de vente. Mais à partir du moment où il y en a, en tout cas si elles en ont, et si on vous les demande, vous devez les communiquer. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on se retrouve avec des, comment ça s'appelle, presque à devoir établir, lorsque vous travaillez avec des consommateurs et quand vous travaillez avec des professionnels, à établir 2 types de conditions générales de vente. Alors, les sanctions, comme je viens de dire, charge de la preuve de la communication. Voilà. Et là, vous voyez, c'est le fait de communiquer. Hein. Je ne vous parle pas des mentions obligatoires. C'est le fait de communiquer ces conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente, évidemment, s'imposent au vendeur. Il va pouvoir prouver qu'il a bien communiqué ces conditions générales de vente. Donc, c'est quand même un truc où il va falloir vraiment s'y attacher. Évidemment, il s'expose à à une amende, 15 000 à 75 000 euros. Et évidemment, ça s'applique quelle que soit la nature du contrat de vente. Bon. Alors, là, je reprends un peu ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur les mentions obligatoires. Je vous ai dit donc qu'elles contiennent les conditions de vente. Alors, je reprends encore ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elles reprennent, vous devez mettre les conditions de vente, tout ce qui concerne le prix, barème, réduction du prix, les conditions de règlement. Voilà. Le focus sur le règlement, sur les conditions de règlement, c'est ce que je vous ai indiqué sur les conditions d'application et du taux d'intérêt qui doivent figurer. Ça doit figurer. Vous devez également mentionner le montant de cette indemnité forfaitaire de 40 € sur la facture et sur les conditions générales de vente. Voilà. Voilà. Bon, c'était une petite précision sur ça, parce que, si vous voulez, quand même, le législateur est intervenu pour éviter ces délais de paiement excessifs et comment ça s'appelle,
et essayer de protéger au maximum le créancier sur des non-paiements. Donc, si vous avez des frais supérieurs à 40 francs, à 40 euros, eh bien, vous pourrez le faire, mais ça sera que sur justificatif. Et si votre débiteur se trouve en état de cessation de paiement, en procédure de liquidation judiciaire, vous ne pourrez pas demander ces indemnités. Voilà. Toujours cette sanction de 15 000 et de 75 000 euros. Voilà. Le droit de rétractation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est une obligation de mettre dans les conditions générales de vente. En France, elle est de 14 jours, et si vous ne l'indiquez pas, elle est de 12 mois quand même. Vous voyez la sanction quand même, c'est un peu simple. Elle existe, c'est le droit de rétractation, mais si vous ne l'indiquez pas dans vos conditions générales de vente, eh bien, il pourra revenir au bout de 12 mois, en tout cas avant 12 mois. Ce droit de rétractation ne s'applique pas dans certains cas. Alors, bon, lorsque les prix varient, hein, en effet, quand il y a des fluctuations de prix, on ne peut pas appliquer le droit de rétractation. Lorsque ce sont des biens qui ont été fabriqués pour la personne, il n'y a pas aussi de droit de rétractation. Bon, les biens qui peuvent se détériorer et surtout les achats effectués en magasin. Ne pensez pas que lorsque vous allez chez Auchan acheter un produit, vous allez pouvoir vous rétracter. Bon, évidemment, là, ce sont des produits périssables, mais vous achetez une banquette chez Auchan, il n'y a pas de droit de rétractation. Voilà. Donc là, c'était cette fameuse clause que je vous ai dit qu'il fallait mettre lorsque vous aviez des conditions générales de vente avec des consommateurs sur la possibilité de recourir à un médiateur. Voilà. Et donc, pour finir, en fait, vous vous rendez compte que les conditions générales de vente, il va falloir vraiment les adapter à chacune des activités. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je déconseille, oui, de prendre des conditions générales de vente qu'on trouve chez un concurrent ou chez un copain et on va dire, voilà, on peut reprendre les mêmes. Alors déjà, il faut savoir que ces conditions générales de vente, si vous les reprenez texto, ça peut être considéré comme du parasitisme économique. Si quelqu'un s'en rend compte, c'est rare, je vous l'accorde, mais le fait de reprendre les conditions générales de vente d'une autre personne peut être considéré comme, alors si vous voulez, le parasitisme économique, c'est un peu comme la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous avez utilisé le travail de quelqu'un sans avoir vous-même effectué d'efforts. Donc là, c'est déjà, voilà. Et puis surtout, c'est que ces conditions générales de vente, il va falloir vraiment les travailler en fonction de la cible que vous souhaitez viser par rapport à votre clientèle et par rapport à votre activité, de ce que vous voulez mettre, vous, dans votre activité et comment votre entreprise va fonctionner. Alors ici, je vous ai mis des exemples, en fait, voilà, de choses qu'il va falloir vraiment, de clauses sur lesquelles il va falloir vraiment s'attacher. Vous voyez, lorsque vous vendez des produits ou des prestations de services, lorsqu'on parle de livraison, quand ce sont des produits, là, vous allez parler de délai et de méthode de livraison, alors que lorsque c'est une prestation de service, ça va être plutôt des étapes dans l'exécution de cette prestation de service. Concernant le prix, alors quand c'est la vente d'un produit, il faut que le prix soit véritablement fixé. Vous voyez, même alors, dans les conditions générales de vente, vous n'allez pas pouvoir mettre le prix, mais vous allez avoir un catalogue qui va être en lien avec ces conditions générales de vente qui va mettre en fait les prix. Alors que quand c'est une prestation de service, là, le prix va dépendre en fait, comme il est indiqué, de la complexité de la prestation, mais également du temps de travail, etc. Donc, vous allez vous mettre dans les conditions générales de vente la façon de calculer ce prix.
les conditions en fait, d'application du prix. Alors que quand c'est un produit, bah, vous mettez le prix. Et, voilà. Et quand il y a plein de produits, comme je vous dis, vous prenez un catalogue que vous liez en fait, à ces conditions générales de vente. Quand il s'agit de produits digitaux, ben là, c'est la même chose. La différence, si vous voulez, c'est que sur les modes de livraison, là, ça va être en lien avec le téléchargement. Alors que quand c'est une marchandise, vous allez appliquer les délais de livraison, colis, etc. Et les incoterms, je sais pas, vous savez tous ce que ça veut dire, les incoterms. En fait, ce sont comment ça s'appelle des mentions en fait, normalisées qui impliquent en fait, des responsabilités contractuelles. En tout cas, qui impliquent la façon dont les choses vont être, comment la marchandise va être livrée et où se limitent les responsabilités de chacun. Voilà. La Chambre de commerce, d'ailleurs, a référence ces incoterms. Droit de rétractation, c'est la même chose. Le droit de rétractation, quand ce sont des produits digitaux, ça concerne le droit de rétractation ne va pas s'appliquer lorsque l'exécution du contrat a déjà commencé. Vous voyez que lorsque vous cliquez et que, bon, ça y est, vous êtes tout de suite sur le contrat, que vous allez bénéficier en fait du produit téléchargé, vous n'allez pas pouvoir vous rétracter. Et en cas de distance, quand c'est des marchandises, vous aurez un droit de rétractation. Donc, à chaque fois, vous voyez, par rapport à la clientèle, par rapport à l'activité ou au produit que vous visez, vous aurez des conditions générales de vente qui seront différentes. Là, alors, quand vous expliquez à un consommateur et à un professionnel, là encore, c'est pour ça que je conseille souvent de faire 2 types de conditions générales de vente, d'une part concernant les consommateurs et d'autre part les professionnels. Et vous voyez bien que pour un consommateur, il va y avoir un droit de rétractation, ce qui n'est pas le cas pour le professionnel. Pour un consommateur, concernant le prix, il va falloir qu'il soit véritablement strict et surtout bien déterminé. Alors qu'avec des professionnels, vous allez pouvoir accorder des remises, vous allez pouvoir faire de l'escompte, vous allez pouvoir faire des choses comme cela. Et tout ce que je vous ai dit sur les pénalités de retard, etc., ça s'applique quand ce sont des professionnels, pas quand c'est des consommateurs. Donc, voilà, à chaque fois, en fonction de votre client et en fonction de ce que vous vendez et de l'activité de l'entreprise, vous allez devoir appliquer, en tout cas, faire souscrire des conditions générales de vente qui vont être à chaque fois différentes. Voilà ce que je voulais vous dire, faire un tour d'horizon très général par rapport à ces conditions générales de vente. Vous voyez bien qu'on ne peut pas, lorsque nous rédigeons en fait, des conditions générales de vente, évidemment, nous allons voir les mentions obligatoires, et je vous ai dit le RGPD, le prix, etc. Mais on va également, en fait, il y a tout un travail par rapport à quelle est la politique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment veut-elle fonctionner avec son client? Et les conditions générales de vente vont traduire, en fait, cette volonté de l'entreprise de travailler de telle ou telle façon. Maintenant, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. Bonjour maître, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette réunion. Donc, je suis Fabienne Roubinet. Donc maître, vous avez insisté sur le prix. Lorsque qu'on s'adresse à des professionnels et qu'on ne dispose pas d'un catalogue, mais que l'on adresse à nos professionnels un tarif client, faut-il qu'il soit signé des 2 parties pour en acter la validité? Oui. Alors, en tout cas, il faut qu'on ait la preuve que vous lui avez bien communiqué en fait ce document-là et que l'autre partie l'ait accepté d'une manière ou d'une autre.
Donc, si éventuellement on adresse ce document par mail et qu'on demande un accord de principe en réponse, est-ce que juridiquement cela suffit? Oui, mais il faut vraiment bien que vous rédigiez votre mail en disant que c'est, comment ça s'appelle, que c'est que le devis est soumis à ces conditions générales, que l'acceptation du devis est soumise à ces conditions générales. D'ailleurs, il y a eu une affaire comme celle-ci, c'était un professionnel, entre deux professionnels. Les conditions générales la personne n'avait jamais signé ces conditions générales de vente, mais elles étaient derrière en fait les devis. Et il avait signé le devis, mais il n'avait pas signé les conditions générales de vente. Et un jour, contestation sur sur une transaction, comment s'appelle, le débiteur dit moi, je n'ai jamais accepté ces conditions générales de vente. Et le tribunal a considéré qu'à partir du moment où ils avaient été en relation commerciale depuis 10 ans ensemble et que les transactions s'étaient faites, c'est qu'ils avaient accepté les conditions générales de vente. Donc, on est beaucoup plus souple quand même lorsqu'on est entre professionnels que quand on est avec un consommateur. Mais il faut quand même que, si vous envoyez ce mail, c'est très bien, mais vraiment bien spécifier à l'intérieur de ce mail que la transaction est soumise aux conditions générales qui ont été acceptées, en tout cas qui sont présumées avoir été acceptées. Lues et acceptées. Lues et acceptées. Merci, maître. Et donc, si on résume, pour ce qui concerne les particuliers, si on a un site de e-commerce, il faut obliger le consommateur à lire et donc à cocher la case pour qu'on soit sûr qu'il les ait acceptés. Ah oui, alors là, oui. Ça ne marchera pas sinon. Là, il faudra vous contester. Et en plus, vous aurez en plus la répression des fraudes sur le dos. Sur le dos. Merci, maître. Je vous en prie. Oui, maître. Donc, une petite précision concernant justement les obligations de communiquer ces conditions générales de vente. Selon qu'on est dans le cas d'un professionnel, d'une relation professionnelle à professionnelle, vous avez indiqué effectivement qu'il y avait obligation uniquement s'il y a demande de la part du client, en gros. Oui, ça. En effet. Voilà. D'accord. Et dans la relation donc, de professionnel à consommateur, hormis les cas de vente à distance et certains autres cas bien précis, il n'y a pas d'obligation systématique de communiquer à l'acheteur les conditions générales de vente. Non, parce qu'en fait, ces conditions générales de vente ont été… alors, évidemment, comment dire, elles ont été prévues, en tout cas, toute la législation qui a été prévue autour des conditions générales de vente, c'était surtout dans le cadre de la vente à distance, des sites Internet, etc. Donc là, vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez les communiquer. En revanche, maintenant, et là, ça va dépendre comment ça s'appelle, de votre activité, mais si, par exemple, vous voyez, vous avez un artisan, un plombier, il fait un site Internet, mais si on peut faire des devis par le biais de son site Internet, on peut faire des devis si en tout cas lui peut faire des devis par son site Internet, en fait, ça devient un site e-commerce. Là, les conditions générales de vente, il va falloir qu'il soit cliqué. Maintenant, si c'est un site Internet simplement qui une carte de visite, et donc qu'il y a un devis, si vous voulez, voilà, il présente son devis, il le fait signer, on n'a pas besoin de conditions générales de vente. D'accord. Alors, moi, je conseillerais souvent, je conseille ça, et d'ailleurs, vous voyez, même pour des artistes auteurs aussi, etc., parce que les conditions générales de vente, c'est génial, ça remplace le contrat. Donc, à la limite, quand vous faites votre devis, vous mettez au recto, en fait, exactement les clauses contractuelles d'un contrat, mais ce sont des conditions générales de vente. Et à partir du moment où vous signez le devis, le contrat est formé. Le contrat est formé dès que vous avez signé le devis. Et si vous avez les conditions générales derrière, elles sont acceptées. Oui, tout à fait. Mais effectivement, ce n'est pas une obligation formelle de professionnel à particulier d'avoir des conditions générales de vente systématiquement communiquées ou à disposition du client s'il ne les demande pas, quoi.
Bah, si on ne se retrouve pas sur des ventes à distance ou des sites internet, non, un artisan peut tout à fait faire vous voyez, D'accord. quand vous allez dans un magasin acheter des produits alimentaires ou autres, vous n'allez pas signer à chaque fois des conditions générales de vente. Tout à fait. Merci. Et une autre question complémentaire, donc c'est pour revenir sur les clauses forfaitaires donc, de recouvrement, donc les fameux 40 €, etc. Ça ne s'applique que dans le cadre de professionnel à professionnel, Oui. ces clauses, hein, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. D'accord, merci. Maître, j'ai une question, excusez-moi, dans la poursuite de ce que vient de dire Monsieur Barrière, c'est que ne pourrait-on pas envisager, en tout cas c'est ce que je fais, à l'intérieur de mes devis, il y a, comme dans mes factures, il y a une petite place où c'est marqué information complémentaire, et à l'intérieur j'écrivais, et j'écris, que toute personne qui accepte de contracter avec moi, enfin avec la société, pas avec moi, si vous voulez, s'engage à avoir lu et accepter les conditions générales de vente qui, comme elles font plusieurs pages, entre guillemets, si vous voulez, sont sur le site internet, que donc quelque part, elle est obligée d'aller lire les conditions générales de vente pour accepter le devis et la facture. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis là? Alors, attendez. C'est moi qui n'ai pas très bien compris. Je ne peux pas les mettre derrière mon devis. Donc, je les cite à l'intérieur. C'est quoi je mets le lien votre société? informatique. Ah, c'est une société informatique. Non, je dis, vous vendez quoi? Je suis une profession libérale, donc je vends du conseil, je vends une formation et je vends du bilan de compétences. D'accord. OK. Vous faites donc des devis. Oui. Et ces devis, vous les faites par le biais de votre site internet ou Non, je l'ai fait avec un logiciel patenté auquel je me suis abonnée depuis 4 ans et que je règle régulièrement et qui vaut au niveau, vous savez, de la sécurité pour tout le contrôle URSSAF et autres, quoi. Voilà. D'accord. Mais le client, lorsqu'il accepte le devis, il l'accepte par le biais de votre site e-com, votre site? Oui, quelque part, mais si c'est ça, oui, puisqu'il est obligé d'aller lire les conditions générales de vente qui ne sont que sur mon site internet. D'accord, ok. Donc les conditions générales sont que sur le site internet, très bien. Et vous, quand vous envoyez votre devis pour signature, vous dématérialisé. Vous ne reprenez pas les conditions générales de vente? Non, je mets que les conditions générales de vente sont à lire et à accepter sur le site internet et je joins à l'intérieur du commentaire le lien de mon site internet. Ok. Ouais, ça peut passer, mais il faut vraiment. Oui. Il faut vraiment que vous vous assuriez qu'il ait au préalable lu et accepté ces conditions générales de vente. Donc, dans cette petite mention-là, comment vous l'avez rédigée? Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si vous voulez, c'est du style… vous ne le faites pas à la main quand même. Le client s'engage… Pardon? Vous ne le faites pas à la main, c'est… Si? Ah non, mais non, c'est à l'intérieur, c'est déjà une formule qui est qui est à l'intérieur de mon logiciel. Voilà. Donc, c'est une formule du style, le client s'engage à la signature et à l'acceptation de ce devis. Le client s'engage à avoir lu au préalable et avoir pris connaissance au préalable des conditions générales de vente qui figurent dans la version, par exemple, Intel du site Internet. Et je joins le site Internet, le lien, et je le mets. D'accord. Alors, très bien. Vous allez me mettre ça en gras. Oui. C'est vraiment important. Et la signature, elle est juste en dessous? Oui, tout à fait, effectivement. Alors, par contre, ce qui est intéressant, vous avez dit tout à l'heure, et que justement, merci, parce que c'est la deuxième question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il faut 2 signatures? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la signature au niveau de ce petit carré de commentaires sur les CGV très spécifiques? Et faut-il, toujours sur le même devis ou la même facture, la deuxième signature au niveau de bon pour accord? Est-ce que vous voyez les 2 types de signatures différentes? Oui, alors, je comprends, mais sur le bon pour accord, c'est pour le devis. Oui. À partir du moment où c'est
les conditions générales de vente sont annexées à ce Oui. devis, puisque les annexes font partie du contrat. C'est un enjeu, D'accord. ça Tout fait à partie. fait. Nous Donc, sommes d'accord. dès qu'il y a bon pour accord et qu'il y a signature, c'est bon pour les conditions générales de vente. Implicitement, il s'est engagé à avoir lu et à donner son accord pour les conditions générales de vente. Voilà. Alors, D'accord. je ne vous cache pas, alors, parce que vous êtes dans une situation un peu particulière, parce qu'il signe le bon pour accord Oui. sur la première page, et sur la deuxième page où il n'y a pas les conditions générales de vente, il y a la signature de cette petite mention. C'est ça, exactement. Enfin, attendez, il devrait y avoir, d'après ce que vous dites, parce que moi, je n'ai pas inclus de signature. C'est ça. Moi, Ah oui. je me rends compte que je n'ai pas inclus de signature, parce que pour moi, ça fait partie du document. Donc, je n'ai pas besoin de deux signatures. Mais dans votre Donc, cas, vous voyez, ouais, mais si. dans votre cas, c'est un peu particulier parce que vous n'indiquez pas, en fait, dans votre devis, vous renvoyez, en fait, sur votre site. Oui, oui, Alors, tout à je fait. préférerais qu'il y ait une double signature. D'accord. Pour qu'il y ait C'est vraiment très clair. une bonne communication et une bonne prise de conscience, en fait, de votre interlocuteur. D'accord. Ils ne vous disent pas, oui, je ne le savais pas, etc., et que vous emmerde avec ça. D'accord. Ouais, mais écoutez, merci, c'est très clair et merci beaucoup d'avoir précisé ça. Bon. Pas d'autres questions? Maître, une question complémentaire concernant le médiateur et la mention donc d'un médiateur dans les conditions générales de vente. Donc, il est obligatoire maintenant pour toute entreprise, effectivement, d'avoir un médiateur référent pour ses relations, effectivement, avec ses clients. Donc, dans les conditions générales de vente, donc cette obligation nécessite d'indiquer les références du médiateur, ou est-ce qu'on peut renvoyer sur une liste générique Vous pouvez renvoyer sur une liste. Mais en tout cas, il faut pouvoir donner il faut porter à la connaissance du consommateur, parce que ça concerne que les consommateurs, la possibilité d'aller voir cette personne avant de partir en procédure. Voilà. D'accord. En fait, c'est une volonté du législateur depuis pas mal d'années là, de désengorger en fait les tribunaux et d'essayer de trouver des accords. D'où la multiplication des médiateurs au sein des tribunaux. Lorsqu'il y a des médiateurs, par exemple en matière contractuelle et pour les conditions générales, vous avez des médiateurs un peu partout. En matière sociale, ben, ça aussi, vous en avez aussi pas mal. Bon, voilà, avec l'URSSAF, avec tout ça. Bon, bref. Donc, voilà, mais il suffit simplement que vous mettiez la liste de référence. Hein. D'accord. Parce que je connais pas trop ce domaine-là, mais je crois que l'entreprise est obligée de choisir aujourd'hui, chaque entreprise est obligée de choisir un organisme de médiation, a priori. Alors, je n'ai pas connaissance de ça. Voilà, parce que c'est une question que je me pose, parce qu'effectivement, comme il y a un coût derrière, souvent d'adhésion à un organisme de médiation, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de médiateur pour gérer leurs problématiques avec leur clientèle. Donc, c'est une question, effectivement. Oui, mais il n'y a pas il ne me semble pas qu'il y ait une obligation d'adhérer à un organisme de médiation pour une entreprise. C'est une question que je me pose, effectivement. Parce que, moi, j'ai lu, alors bon, j'ai peut-être pas la bonne info, hein, c'est qu'effectivement, les entreprises devaient aujourd'hui, depuis, alors c'est récent, hein, c'est 2016, je crois, choisir un organisme, un médiateur et indiquer à ses clients les références du ou des médiateurs possibles pour… Alors, qu'on mette les références, en fait, du médiateur ou en fait des médiateurs qui sont susceptibles de le faire, mais j'ai pas eu moins connaissance de cette obligation en fait d'adhérer à un organisme de médiation, alors, sauf si pour certaines entreprises d'un certain nombre de salariés, etc. Mais j'ai pas eu il n'y a pas cette obligation. D'accord, merci. Simplement peut-être revenir là, parce que là je suis en train de regarder
sur ce dispositif obligatoire, en fait. Alors, évidemment, parce que c'est vrai que depuis le 1er janvier 2016, cette médiation est obligatoire. En tout cas, le fait d'indiquer en cas de litige, c'est ce que je vous ai dit sur la clause, en fait. Mais évidemment, alors ça a un coût parce que le fait, c'est que, bon, déjà, si vous ne le mettez pas, vous pouvez avoir une amende civile. Hein. C'est toujours les 15 000 euros. Mais il n'y a pas cette obligation, en fait, a priori, de ce que je vois. Bon, il faudrait faire une recherche supplémentaire, si vous voulez, mais d'adhérer à un centre de gestion, comme à un centre de gestion agréé, en tout cas. Vous devez communiquer le fait qu'ils peuvent passer par médiateur. Si vous n'indiquez pas cela, de toute façon, c'est comme ça. Hein, dès que vous ne mettez pas les mentions obligatoires, si vous devez mettre des conditions générales de vente par rapport à ce que je vous ai dit, et si vous ne mettez pas ces mentions obligatoires, RGPD, etc., c'est non seulement, alors vous avez la répression des fraudes qui pourra intervenir pour une amende civile, mais vous pourrez aussi avoir la CNIL qui pourra aussi venir vous voir. On ne rigole pas trop avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir à tout le monde et bonne journée.